penses que Spa-Francorchamps est une station balnéaire high-tech 5 étoiles pour personnes friquées, eh bien tu te gourres. Mais t'es quand même au bon endroit, parce que moi mon rôle, c'est de te soigner. Alors si t'as 5 minutes de ton temps à perdre, reste ici après le générique, parce qu'à des Cars and Track, c'est maintenant. Mais avant de plonger dans le vif du sujet et d'aborder les 6 heures de Spa-Francorchamps qui se sont déroulées ce 29 avril 2023, je te propose de repartir un petit peu dans le passé et de faire un peu l'historique de ce circuit de Spa-Francorchamps. Rapide, hein, je te rassure, on va pas repartir en détail depuis le début, mais un petit peu d'histoire, ça fait jamais de mal. Créé en 1921, le circuit de Spa-Francorchamps développe à l'origine quelques 14 km 900. Il sera réduit à 14 km 120 de 1950 à 1970. Mais entre nous, c'était un joyeux bordel. On était à fond quasiment tout le temps. C'était entre les arbres, entre les maisons. Il n'y avait aucune sécurité. Les instances se sont très rapidement dit qu'il fallait faire quelque chose. Ainsi, très rapidement, le circuit arrive dans sa forme telle que nous le connaissons aujourd'hui. Long de 7 km 004, niché en plein cœur de la magnifique région des Ardennes, le toboggan des Ardennes, considéré comme le plus beau circuit du monde par tous les pilotes, aborde quelques endroits absolument mythiques tels que le virage de la Source, le Raidillon, la ligne droite de Kemmel, les chicanes de Combes, Bruxelles, double gauche, Blanchimont, et j'en passe des pires et des meilleurs. Mais la plus belle carte postale de ce circuit, et celle qui nous a le plus marqué, je pense, pendant ce week-end, est évidemment la magnifique compression de l'eau rouge. Et oui, regardez ce magnifique virage que les pilotes abordent absolument à fond, plus de 300 km/h en pleine charge depuis l'épingle de la Source qui est tout au fond de l'image jusqu'en haut. Ici, le virage de Bruxelles ou encore l'épingle de la Source au niveau de la ligne droite des stands. Bien évidemment, c'est un endroit qui demande un gros cœur. Il faut être bien accroché, il faut être sûr de soi. Parce que oui, quand on attaque depuis cet endroit jusqu'à l'endroit où se trouve la Peugeot 9X8, eh bien tu viens d'avaler un dénivelé de plus de 40 mètres à plus de 300 km/h. Et aujourd'hui, le circuit de Spa-Francorchamps est réputé effectivement comme le plus beau circuit du monde. Il dispose du grade FIA 1, ce qui veut dire qu'il peut accueillir des grands prix de Formule 1, la discipline reine du sport automobile, mais il accueille évidemment aussi le championnat du monde d'endurance, bien d'autres courses encore, les 24 heures de Spa-Francorchamps avec les superbes catégories GT3 qui se déroulent dans pas très longtemps si je dis pas de bêtises, et également des courses de moto. Et oui, le championnat du monde d'endurance moto passe par Spa-Francorchamps. Faut être complètement malade. Déjà en voiture, il faut avoir un grain, mais alors là en moto, c'est le YOLO complet. Là, moi je décline toute responsabilité, il faut être complètement malade. Mais ne nous égarons pas trop et revenons au sujet qui nous intéresse réellement aujourd'hui, c'est-à-dire les 6 heures de Spa-Francorchamps 2023. Troisième manche du championnat du monde d'endurance de la FIA, le FIA WEC, World Endurance Championship. Première manche qui a eu lieu au 1000 miles de Sebring en Floride, puis la deuxième manche il y a une semaine à Portimao au Portugal, et enfin nous voici dans les Ardennes. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent et celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, sachez que je suis un grand passionné, mais un amoureux inconditionnel des 24 heures du Mans, présent sans interruption de 2006 à 2015, puis 2017, 2018, 2019 et enfin 2021. Et bien cette année, je n'y vais pas. Et ouais, je me suis fait avoir comme beaucoup d'autres, je pense. Et bien les places me sont passées sous le pif. Pas de 24 heures du Mans privé pour la deuxième année consécutive. Et l'année dernière, changement de boulot. Cette année, pas de billets. Voilà, c'est comme ça.
Mais du coup, eh bien, il a bien fallu trouver quelque chose pour se consoler. Et en allant chercher un petit peu sur internet, eh bien, je vois 6 heures de Spa-Francorchamps. Comment ne pas sauter sur l'occasion, hein, aller voir pour la première fois de mes propres yeux ce magnifique circuit. Eh bien, je peux vous dire que l'on n'a pas été déçu et on en a pris plein la figure pendant toute cette journée qui a été absolument incroyable. C'est ce que je vais vous raconter donc maintenant. Mais déjà, il faut savoir que l'endurance rentre dans une nouvelle ère avec l'arrivée de la catégorie Hypercar depuis l'année dernière, où malheureusement Toyota s'est un peu baladé tout seul, hein, même si Alpine et Glickenhaus sont tentés de faire un peu de concurrence. Mais eh bien, ça n'a pas suffi. Mais cette année, eh bien, l'arrivée de nombreux constructeurs a un peu rabattu les cartes. Et entre LMH et LMDH, là je sens que je vous ai un petit peu perdu déjà. Hein. Faisons un petit point très rapide. Une LMH, Le Mans Hypercar, c'est tout simplement une voiture construite de A à Z par son constructeur. Ferrari, Toyota, Peugeot construisent leur propre hypercar, ils construisent leur coque, leur châssis, leur moteur, leur système hybride. Tout est fabriqué en interne chez le constructeur. Pas forcément trop limite, hein, le constructeur est assez libre dans ses choix. Cependant, il y a quand même quelques limites dans tout ça. Faut quand même pas trop déconner. Il y a une limite de budget, je ne l'ai pas en tête. Malheureusement, je n'ai pas regardé. Honte à moi. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un poids réglementaire à respecter qui est passé au-dessus de la tonne maintenant. Hein. On est dans les 1080, 1050 kg, quelque chose comme ça. Et une puissance cumulée entre le thermique et l'électrique, puisque oui, ce sont des voitures hybrides pour la plupart, limitées à 680 chevaux. Et ensuite, la balance des performances, la BOP, fait le reste et rééquilibre un peu les chances entre tout le monde. Ces voitures peuvent être soit en propulsion, soit en 4 roues motrices quand les systèmes hybrides se déclenchent, ce qui apporte quand même un sacré avantage. On le verra tout à l'heure pendant la course. Une LMDH, eh bien c'est une Le Mans Daytona Hypercar. Et oui, Daytona Hypercar, rapprochement entre le FIA WEC et l'IMSA, le championnat d'endurance américain, le prestigieux championnat d'endurance qui se déroule aux États-Unis. Fin de l'ère des pays l'année dernière aux États-Unis, arrivée des GTP, et donc eh bien, le LMDH permet aux constructeurs qui le souhaitent de pouvoir aller courir et en Europe et aux États-Unis avec la même voiture. Cela dit, il y a pas mal de restrictions par contre pour le coup, puisque là, même si on retrouve des constructeurs tels que Porsche ou Cadillac, ou encore aux États-Unis pour le moment ne sont pas encore venus en Europe, mais Acura et BMW, eh bien ces constructeurs ne peuvent construire en gros que leur carrosserie et leur moteur. Ensuite, eh bien, au niveau des châssis, ce sera un choix entre plusieurs fabricants de châssis tels que Ligier, Dallara ou encore Multimatic. Les systèmes hybrides sont standardisés, c'est le même pour tout le monde. Et les voitures ne peuvent être qu'en propulsion, c'est-à-dire que le système hybride, contrairement au LMH, ne peut pas être sur l'essieu avant. Et ça, eh bien, ça fait par contre une sacrée différence en termes de performance, puisque si les voitures courent juste entre elles, ça va. Dès qu'on les met en face des LMH, même avec une balance des performances pas trop mal équilibrée, eh ben, ça prend une piquette quand même, assez sévère. Au niveau puissance, on est à peu près dans les mêmes eaux, on est limité, il me semble, à 680 chevaux. En termes de poids, c'est à peu près pareil également. Voilà, maintenant que vous savez ça, il ne vous reste juste à savoir que en FIA WEC, eh bien, on retrouve également les LMP2. Les voitures sont cette année eh bien, toutes identiques. Nous n'avons que des châssis Oreca avec les Oreca 07 et un moteur Gibson V8 de 550 et quelques chevaux. Les voitures ont été légèrement dégonflées avec l'arrivée des hypercars. Et oui, il fallait quand même pas que les hypercars puissent être dépassés par les LMP2, ça ferait quand même vraiment mauvais genre, même si on a vu qu'elles étaient quand même capables de venir un peu les chatouiller sans certaines conditions. Et puis vous retrouvez les catégories GT, le GT AM, puisque la disparition du GTE Pro l'année dernière laisse place seulement à une catégorie GT qui elle-même disparaîtra l'année prochaine. Pas complètement, je vous rassure, ne pleurez pas. Les GT seront bel et bien là l'année prochaine, mais sous la forme de GT3++,
Voilà, une catégorie GT3 qui se diversifie maintenant, puisque en DTM ce sont des GT3, les championnats Fanatec et FIA GT sont des GT3 également, et bien maintenant en endurance, en championnat du monde GT, ce sera également des GT3, des voitures un peu plus accessibles, mais qui assureront normalement le spectacle tout aussi bien que les GTE Pro et GTE AM. Normalement, ça là-dessus, pas de soucis. Allez, tout de suite, trêve de blabla, on s'intéresse à la course. Et donc cette année, comme je vous l'ai un peu expliqué précédemment, eh bien les cartes sont un peu rabattues, surtout dans la catégorie Rennes après la disparition du LMP1 et donc l'arrivée des hypercars. Le plateau s'est quand même très resserré. Et eh bien cette année, on a eu des qualifications pour le moment assez disputées. Et bien oui, il y a eu un peu de suspense, et notamment venant du côté de chez Ferrari, qui est très en forme. Ferrari, ça fait 50 ans qu'on attendait leur retour en endurance. Et bien ils reviennent, et par la grande porte, avec cette superbe Ferrari 499P, les numéros 50 et 51, avec des équipages très expérimentés. Il faut savoir que chez Ferrari et chez Porsche, donc que ce soit en LMH pour Ferrari et LMDH pour Porsche, et bien en gros on a transféré tout simplement les équipages de GTE Pro en hypercar, et ça donne bien des équipages extrêmement expérimentés, extrêmement véloces, et surtout des mecs teigneux dans les courses en peloton. Donc ça donne tout de suite beaucoup d'action. Mais c'est surtout de très bons sprinters, et bien cette Ferrari est très bien née face à une Toyota qui est maintenant bien éprouvée. La GR010 a prouvé sa fiabilité en gagnant le championnat l'année dernière et les 24 heures du Mans. Et là, Toyota est quand même en train de se dire que il va peut-être falloir qu'ils se bougent le trognon, parce que même s'ils ont gagné les deux premières courses à Sebring et à Portimao, et bien la concurrence klaxonne derrière quand même. Et Ferrari a failli créer à nouveau la surprise après leur pole surprise à Sebring. Ils ont failli coiffer Toyota sur le poteau avec une pole qui malheureusement a été annulée. Limite de piste non respectée pour Antonio Giovinazzi sur la Ferrari numéro 51. Malgré un tour exceptionnel, il est sorti un petit peu trop loin de les limites de piste. Il faut garder au moins deux roues du bon côté de la ligne blanche qui est à l'extrémité de la piste. Malheureusement, à la sortie du virage, des virages de Combe, Antonio Giovinazzi, l'ancien pilote de Formule 1, est sorti un petit peu large, temps annulé. La pole donc revient quand même à Toyota avec le numéro 16, piloté notamment par Kami Kobayashi. Du côté des autres constructeurs, on essaye de se rassurer, et la belle surprise vient de Cadillac. Et oui, les Cadillac LMDH avec leur sublime V8 de 5,5 Made in USA, viennent créer la surprise avec un très beau quatrième chrono. Et oui, vous vous dites peut-être la Toyota numéro 8, où elle est? Tout simplement, elle s'est un petit peu fracassée dans la pile de pneus au tout début de la qualification, je vais y arriver. Brendan Hartley se rate, et malheureusement notre Speed Queen néo-zélandais va finir sa course de qualification dans les pneus. Donc la numéro 8 part 36e et dernière de cette course de 6 heures à Spa-Francorchamps. Donc Cadillac qui en profite et qui vient se placer aux avant-postes, tout comme Peugeot qui réalise une bonne qualification malgré tout, avec cette 9X8 qui est en train de gagner un peu en maturité, qui gagne en fiabilité, malheureusement qui manque encore un peu de performance. Porsche toujours un petit peu en retrait, pas mal de soucis de fiabilité aux essais, et on va le voir malheureusement en course, ça ne se passera pas beaucoup mieux pour la firme de Stuttgart que je porte dans mon cœur. Mais là, malheureusement les gars, il y a encore un petit peu de boulot avant les 24 heures du Mans en juin prochain. Glickenhaus défend également le bout de gras un petit peu mieux, avec une voiture qui est plus à l'aise sur les circuits rapides, et ça tombe bien, Spa-Francorchamps est un circuit rapide. Donc la Glickenhaus, pilotée par un équipage 100% français, Franck Mailleux, Olivier Plat et notre Romain Dumas national, arrive à placer la 007 dans une position plutôt confortable pour ce début de course, et enfin malheureusement ferme la marche. La très belle, mais un petit peu en retrait, Van Wall. Le départ donc de ces 6 heures de Spa-Francorchamps, ça a été un superbe bordel. Alors pour notre part, nous étions positionnés au niveau des
virage de Combe, au bout de la ligne droite de Kemmel. Nous étions juste en face de cette ligne droite où les pilotes arrivent à plus de 300 km/h. Alors on nous avait annoncé une météo plutôt clémente pour ce samedi, et bien c'était pas le cas. Nous sommes arrivés, piste grasse, nuages au-dessus du circuit, petite bruine qui tombait. C'était un peu panique à bord manifestement pour tout le monde. Et eh bien, il y a eu deux écoles qui se sont affrontées au cours de ce pré-départ, de cette mise en pré-grille, avec ceux qui ont choisi les pneus pluie d'un côté et ceux qui ont choisi de partir directement en slick. Alors oui, là vous avez la catégorie grand malade, là vous avez peut-être la catégorie des mecs prudents. Ça, on va voir ça un petit peu après. Chacun avait son avis sur la question et certains ont eu raison, d'autres ont eu tort. Quoi qu'il en soit, les Ferrari s'élancent toutes les deux en pneus pluie. Cadillac choisit de mettre ses œufs dans deux paniers différents avec la numéro 3 qui part en pneus pluie, la numéro 2, celle de Sébastien Bourdet qui vient exprès pour préparer les 24 heures du Mans, part en pneus sec. Du côté de chez Porsche, même jeu, la numéro 6 part en pneus pluie, la numéro 5 part en pneus slick. Et du côté de chez Peugeot, on part avec les deux voitures, comme chez Ferrari, en pneus pluie. Du côté de chez Toyota, on part par contre avec les deux voitures en pneus secs. Et on va voir que le début de course n'a pas forcément été évident. Je vous propose de regarder ce premier passage à Combe. Et ça a été plutôt mouvementé. Ça arrive. Je vous ai laissé vivre ce premier passage des 6 heures de Spa-Francorchamps dans les conditions du direct avec les commentaires et le son à fond. Mais vous voyez déjà que les affaires vont plutôt pas mal pour Ferrari qui s'est emparé de deux premières places, Cadillac 3e, la Porsche Jota et Peugeot 4 et 5. La Toyota par contre numéro 7 qui souffre un peu en ce début de course, tout comme la Porsche numéro 5 qui est talonnée par tout le peloton des Furax du LMP2. La numéro 8 elle par contre est déjà bien remontée. Et on voit que derrière en GT, la Corvette qui a choisi les pneus pluie, et pour le moment se débrouille pas trop mal et est en train de remonter également après des qualifications un peu compliquées du côté du Corvette Racing. En revanche derrière, tout le monde n'est pas logé tout à fait à la même enseigne. On est vraiment sur des œufs. Vous avez vu qu'au premier tour, il y a eu déjà pas mal de tête à queue. Malheureusement, je vous disais tout à l'heure que certains ont fait les bons choix de pneus et d'autres les mauvais choix de pneus. Et là, on va très vite se rendre compte que Ferrari, tout comme Peugeot, ont fait les mauvais choix de pneus. Et la deuxième Cadillac aussi, qui a fait le mauvais choix de pneus, la numéro 2 qui était très bien partie, qui était 3e, qui avait réussi à profiter un peu des déboires de la Toyota numéro 7 avec ses pneus slick qui étaient vraiment à l'agonie en début de course. Malheureusement, les choses vont un peu changer. Et effectivement, c'est peu dire. À la suite du premier full course yellow, la piste va continuer à s'assécher, rendant les pneus pluie totalement inefficaces. Ce n'est donc pas un hasard si à la relance, on voit la Toyota numéro 7 carburant au wasabi, à l'inverse des deux Ferrari qui, elles, font grise mine. On tente de résister, mais le mal est fait. En deux virages, la Toyota récupère son bien et prend le large. Commence ainsi une course dans la course avec la grande valse des ravitaillements. Les deux Ferrari, les deux Peugeot, Cadillac, Porsche, bref, presque tout le monde passe au stand. Tout le monde, sauf les deux Toyota 7 et 8, la Cadillac numéro 3 et la Porsche numéro 5. À la fin de la première heure de course, on retrouve donc ainsi, logiquement dans l'ordre, la 7 devant la 3, la 8 et la 5. Oui, vous rêvez pas, j'ai bien dit logiquement en plaçant la Cadillac numéro 3, deuxième. Du côté de chez Peugeot, l'arrêt se passe bien, mais ce n'est toujours pas ça du côté des Lyon. Déjà en retrait, les deux 9X8 souffrent et sont déjà quasiment à un tour. Du côté de chez Ferrari, c'est pire encore, avec une piste à tout juste 13 degrés, les deux 499P ne parviennent pas à remettre les gommes en température et se font même déposer pendant presque 3 tours par des GT. Ça fait mal. Début
de la deuxième heure, les choses rentrent dans l'ordre et les Ferrari reprennent un rythme qualifié de supersonique. En formation serrée, les pilotes de la Scuderia vont faire un véritable festival, alors que pendant ce temps-là, devant, Toyota et Cadillac poursuivent sans encombre. Seulement voilà, il reste 4h20 de course quand les deux Ferrari, alors à un tour, rattrapent la Cadillac numéro 3. Van der Zandt, sur un très bon rythme, tire le petit train jaune et rouge. C'est alors que se produit l'événement le plus terrifiant certainement de la course, avec la sortie de piste à très haute vitesse de la belle américaine dans la compression de l'eau rouge. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions à ce moment-là à une vingtaine de mètres à tout casser de l'accident. On était en train d'arriver en haut du raidillon quand on a entendu un bruit sourd, un crissement de pneus, sauf que les deux Ferrari venaient de passer en formation serrée juste devant nous, donc peut-être une petite sortie un peu haute sur les livreurs, une petite dérive, rien d'alarmant, sauf qu'en voyant les écrans géants, on voit une voiture totalement pulvérisée, et là on se rend compte que la Cadillac n'était pas devant les deux Ferrari, donc on comprend donc très vite que quelque chose de violent vient de se passer. Alors pendant un moment, cette sortie a été mise sur le compte des pneus froids, parce qu'il faut savoir que maintenant, depuis cette année, la FIA interdit la chauffe des pneus à la sortie des stands. Alors avant, on avait des cabanes chauffantes qui permettaient de maintenir les pneus à température, et une fois qu'ils étaient montés sur la voiture, permettaient aux pilotes de partir tout de suite avec des pneus à bonne température. Ensuite, à lui de se démerder pour les garder à température sur la piste. Mais en tout cas, déjà, c'était moins dangereux. Là, cette année, c'est un bordel sans nom. Depuis Sebring et Portimao, on a vu des choses assez affolantes à ce sujet. Et là, bien tout de suite, on a pensé à la même chose. Sauf que bien Van der Zandt était sur un très bon rythme depuis plusieurs tours. La voiture marchait parfaitement bien. Et manifestement, ensuite, il y a eu une interview d'un Sébastien Bourdet totalement dépité. Nous avons appris que la sortie pourrait être due à une rupture de la direction assistée, en voyant donc la belle américaine droit dans le mur. Heureusement, pas de bobo, Van der Zandt sort de lui-même de la voiture et indemne, malheureusement, pas de deuxième Cadillac à l'arrivée. Tout repose maintenant sur la numéro 2. Ça avait donc effectivement fini des espoirs de voir les deux américaines à l'arrivée, et offrant du coup par la même occasion la seconde place à la Porsche 963 numéro 6. Mais les choses se suivent et se ressemblent, et le sort s'acharne véritablement sur le camp de Stuttgart, après une course difficile à Sebring, une course encore à nouveau difficile à Portimao. On a souffert aux essais avec des problèmes de boîte de vitesse et d'hybridation sur les deux Porsche 963. Et bien effectivement, la numéro 6 abandonnera à son tour quelques tours après l'accident de la Cadillac sur problème d'hybridation permettant à Toyota de se retrouver premier et deuxième. C'est marrant, on a déjà l'impression d'avoir vu ça quelque part. Mais attention, faut pas oublier que derrière, ça klaxonne, parce qu'on a toujours la Porsche numéro 5, la Cadillac numéro 2, les deux Ferrari qui remontent comme des boulets de canon. La course est loin d'être terminée. Du côté du LMP2, la bagarre fait toujours rage entre les deux Prema numéro 9 et 63 d'une certaine Dorian Pain et les United Autosport ainsi que les WRT qui ne se lâchent pas depuis le départ. Tout comme en GT, avec un match Ferrari, Porsche, Aston et Corvette absolument sublime. Tout le monde veut sa part du gâteau et pour le moment, c'est la 488 d'une certaine Lilou Vadou qui tire le mieux son épingle du jeu. La jeune française révélation de ce début de saison nous offre un relais impérial et placé à 83 sur orbite. Alors là ensuite, je dois bien dire que même si on était déjà bien loin de s'emmerder, de la 3e à la 5e heure de course, on s'est vraiment fait plaisir. Puisqu'on a soudainement vu les Peugeot se réveiller, commencer à aller chatouiller les Toyota. Tout simplement. Tranquille. Alors attention, on se calme, je te vois toi derrière ton écran là, avec ton sabre de pirate et ton bandana. Et les petits chatons, ça fait longtemps qu'ils jouent plus rien au classement. En revanche, je soupçonne que Peugeot était vraiment en train de travailler des trucs, voyant qu'ils n'espéraient plus rien au classement général, vraiment en train de bosser pour les 24 heures du Mans et de travailler en termes de réglage, puisque quand on analyse un peu les datas, on se rend compte que les Peugeot ont tout simplement les meilleurs temps absolus dans toute la première portion du circuit de Spa-Francorchamps, c'est-à-dire de la source jusqu'au comble. Donc ça doit vouloir dire que les petits chatons, ils cavalent plutôt pas mal. Quand ils veulent.
Alors il faut quand même pas oublier qu'au jeu des arrêts ravitaillement, eh bien, la course reste quand même très disputée, puisque même si Toyota semble être confortablement devant, ben, en fait la concurrence derrière est vraiment toute proche. Cadillac, Porsche s'échangent la troisième place régulièrement. La Ferrari numéro 51 est revenue dans le tour et également joue la troisième place. Donc de la troisième à la cinquième heure, ça devient vraiment très très chaud. Et il y a un moment où, eh bien, suite à un safety car, après la sortie malheureusement de la banole de Jacques Villeneuve, un accrochage avec la Ferrari numéro 54, c'est un peu du 50-50 malheureusement, mais fin de course pour la voiture du Van Wall Racing et pour l'ancien champion du monde de Formule 1. Et bien là on se retrouve du coup avec les 5 premiers qui se tiennent en 11 secondes. Et là on se dit, ouais, de la bagarre. Sauf que malheureusement, il n'y aura pas bagarre, puisque en fin de compte, les Toyota se sont arrêtés avant le safety car, alors que les autres ne se sont pas arrêtés avant le safety car. Résultat des courses, eh bien, Cadillac, Porsche et Ferrari se retrouvent décalés en stratégie, et dès la relance, dès la réouverture de la ligne des stands, tout le monde derrière s'arrête et les Toyota s'envolent. Elles sont toujours 1 et 2, et malheureusement, eh bien, ça va rester comme ça jusqu'à l'arrivée. Pourtant, si la fin de course semble vraiment idyllique pour Ferrari, le rêve d'un nouveau podium va brutalement s'envoler. Il est un petit peu plus de 17h quand Antonio Fuoco, auteur de la première pole de la 499P à Sebring, prend son relais. Il sort des stands et puis quelques centaines de mètres plus tard, on ne comprend pas. Avant le raidillon, il perd la voiture et s'en va violemment taper le mur. La course s'arrête cruellement pour le malheureux Fuoco en larmes, en bord de piste. C'était vraiment déchirant à vivre. Bref, une fois les larmes du pauvre Antonio Fuoco séchées et le safety car retiré, eh bien, la lutte pour le podium s'ouvre à nouveau. Eh bien oui, puisque Cadillac, Porsche et Ferrari peuvent encore prétendre à une troisième place. Les Toyota maintenant sont loin devant. Et va donc commencer une nouvelle course dans cette dernière heure. Porsche va vouloir la jouer stratégique avec la numéro 5 survivante, la seule survivante du clan de Stuttgart, officielle en tout cas, puisque la Jota, la Porsche numéro 38, est toujours présente. Mais du coup, Fred Makowiecki, lors de son dernier arrêt au stand, va rester au volant et ne change pas de pneus. Alors ça va être payant dans le court terme pour mettre la pige à Cadillac, qui va donc rester 4ème à ce moment-là après le jeu des arrêts au stand. Malheureusement, les Diables Rouges reviennent dans les rétros. Alors forcément, du côté des Rouges, on est boosté par l'envie de venger la voiture sœur qui s'est accidentée quelques tours plus tôt, et l'équipage de la 50 va se lancer dans un incroyable sprint pour tenter d'aller chercher un podium, puisque oui, on peut encore sauver le podium du côté de chez Ferrari. Tout simplement, il dépose la Cadillac, ça fait pas photo, elle peut pas faire grand chose, et puis il décide d'aller chasser la Porsche de Fred Mako. Et oui, Porsche y aura cru jusqu'au bout à son premier podium en WEC avec la 963. Malheureusement, il leur manquera un tour. Plus rapide et avantagé notamment tout simplement par des gommes en meilleur état, la Ferrari dépasse pratiquement sous nos yeux la 963. Elle l'attaque en haut du raidillon, on les voit passer. En fait, la Toyota venait de passer la ligne de l'autre côté, donc on a vu les feux d'artifice et au même moment on voit les deux furieux qui passent plein pot devant nous. Et là on comprend que très vite, pour Porsche, ça va être compliqué de résister. La Ferrari est tout simplement plus rapide et Fred Makowiecki ne peut absolument rien faire. Ferrari s'offre donc un 3ème podium consécutif en WEC en autant de courses. Derrière des Toyota toujours parfaites. Et voilà, c'est ainsi que s'achèvent ces 6 heures de Spa-Francorchamps. On a vécu une course complètement dingue, il y a vraiment eu du rebondissement jusqu'au bout. Alors je vais me permettre d'utiliser un petit peu les anti-sèches pour pouvoir vous donner un classement précis de l'arrivée de ces 6 heures de Spa. Donc ça on l'avait vu, il y a les deux Toyota devant, numéro 7 devant numéro 8, la Ferrari numéro 50 sauve le podium, 3ème, la Porsche numéro 5 4ème, Cadillac 5ème, c'est pas passé loin pour un podium, mais il manque encore un petit peu de performance pour la Cadillac et surtout un petit peu de trop de dégradation de pneus peut-être. Ça va venir les gars, on y croit, ça va venir.
Ensuite, et bien derrière, on retrouve la Porsche Herzteam Iota, 6ème, Will Stevens, entre autres, qui amène cette Porsche privée qui faisait sa première course à Spa. Ils ont reçu la voiture quelques jours avant le début des essais. Donc c'était vraiment presque, pas inespéré, mais vraiment un top 6. C'est vraiment la classe. Bravo les gars. Et puis ensuite on retrouve les premières LMP2, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, bref, je vous en passe des pires et les meilleurs. WRT, et oui, en Belgique, qui à domicile, le team WRT qui vient récupérer la victoire après une magnifique bataille face à la United Autosport, donc la 41 devant la 23, et l'Inter-Europol compétition, la numéro 34, qui sauve un podium en LMP2. Prema Racing, malheureusement, la numéro 9, qui se sera bataillé pendant une bonne partie de la course, réussit pas malheureusement à aller chercher ni la victoire ni le podium. Et ensuite, on retrouve enfin les autres voitures du classement Hypercar, 13ème la Glickenhaus d'Olivier Plat, Franck Mailleux et Romain Dumas, pardon. Fiabilité au top, pas de problème pour la Glickenhaus, malheureusement juste un gros manque de performance. Mais manifestement, d'après ce que j'ai pu voir après course, ils étaient plutôt rassurés de voir qu'il y avait moins d'écart que ce qu'ils pensaient par rapport aux autres concurrents de leur catégorie. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir au Mans ce que va donner la belle américaine toute vêtue de bleu. Derrière, on retrouve Peugeot avec la première Peugeot, la 93, 14e, Jean-Éric Vergne qui ramène la petite Lyonne à la 14e place. Il n'y a pas eu de problème mécanique du côté de chez Peugeot, juste un énorme manque de performance et une stratégie un peu perfectible malheureusement. On retrouve l'autre Peugeot 17e, la 94. Et puis du coup on va passer du côté des GT, puisque il faut quand même pas oublier que les GT étaient là, avec un moment historique évidemment, la voiture numéro 83, la Ferrari numéro 83 qui rentre dans l'histoire avec la première femme vainqueur d'une course en WEC, Lilou Vadou, qui réussit avec Luis Pérez, Companc et Alessio Rovera à aller accrocher la première victoire d'une femme en championnat du monde d'endurance. Félicitations, c'était vraiment qu'une question de temps, parce que la Sebring malheureusement elle n'a pas pu prendre le volant parce que Luis Pérez Companc se plante dès le 3e tour. À Portimao, elle fait un relais extraordinaire, elle ramène la voiture de la 4e ou 5e place jusqu'en tête, mais vraiment loin devant. C'était presque insolent, mais quel relais magnifique. Donc on se doutait que ce n'était plus qu'une question de temps pour Lilou Vadou d'aller chercher cette victoire. Et là, dès qu'elle a pris le volant, elle a dit bon allez, ciao les gars, je vous aime bien, mais moi je me casse devant. Donc franchement, félicitations, c'est un grand moment. Deuxième position pour la Corvette numéro 33, la C8R, qui monte encore une fois sur le podium. Et troisième place pour l'Aston Martin VRT by TF, l'Aston Martin Vantage numéro 25, qui pourtant était bien mal parti en tête à queue dès le premier tour, et puis qui au fur et à mesure de la course est remonté. Course un petit peu plus compliquée pour celles qui ont animé le début du championnat. 24e position au général et 5e en catégorie GTE1 pour les filles. Raël Frey, Michel Gatting, Sarah Bovy qui ont vraiment animé le début du championnat. Là, une course un petit peu plus compliquée à Spa-Francorchamps, mais pas de doute au Mans, je pense que nos drôles de dames vont faire un carton. Et dans le bon sens du terme, pas de carton à mettre la voiture en pièces détachées. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Sur ces 6 heures de Spa-Francorchamps, c'était un plaisir d'avoir pu vivre cette course pour vous là-bas. J'ai eu l'idée de faire la vidéo un petit peu tard, donc ça va arriver un petit peu tard par rapport à la fin de la course, il y a quasiment une semaine de décalage. En tout cas, c'était une première expérience pour moi de faire ce genre de vidéo et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve, alors malheureusement ce sera vécu depuis la maison, mais j'essaierai peut-être quand même de faire un petit résumé qui sera plus court que celui-là. Pour les 24 heures du Mans, les 10 et 11 juin prochains, si vous avez la chance d'y être, profitez bien, bande de vénards. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain ADD Cars & Track. Ciao.